L'antenne d'Europe 1 est à vous pendant 2 heures. Alors je vous invite à prendre la parole au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Assiba. Si vous êtes confronté à une situation difficile, si vous vous posez des questions sur votre couple, si c'est au travail que vous vous sentez en difficulté et tout autre problème, eh bien, vous pouvez m'appeler avec l'aide des auditeurs qui pourront se joindre à nous par SMS au 7 21 21 code de nuit, par courriel sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr. Nous essaierons de prendre du recul pour analyser votre situation et vous permettre, je l'espère, d'avancer. C'est Fabrice Fougerousse qui est aux commandes ce soir de l'émission. J'ai tout donné, je crois, le standard 3921. J'ai reçu pas mal de mails. On a essayé de vous rappeler, mais on est tombé sur des répondeurs. Il faut dire que, bon, hier c'était grande soirée électorale. Demain c'est une journée de manifestation, donc peut-être qu'on est entre deux. C'est assez calme, me dit-on. Allez, on va commencer avec un petit peu de musique. 3921, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Stanislas et Mike Ibrahim, tu verras en France. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous remercie d'abord de m'écouter. Ouais, je vous en prie, je suis là pour ça. Et comme vous avez toujours des conseils assez objectifs et raisonnés, donc je fais appel à vous pour savoir ce que vous pensez de ma situation. Et vous avez des soucis dans votre couple, je crois ? Oui. Voilà, j'ai 37 ans oui. Et j'étais en couple depuis 13 ans avec mon mari, oui. qui était alcoolique, qui est toujours alcoolique. Quand vous l'avez connu, il avait déjà ce problème d'alcool ? Oui. Donc c'était un alcool festif au début. Oui. Parce que c'était un artiste, donc après les spectacles, il y a toujours le verre de champagne et tout le reste. Et puis tout le reste, c'est-à-dire il s'est associé à d'autres substances, voilà. D'accord. Et comme moi je travaillais beaucoup, je m'occupais de ma carrière professionnelle, donc on se voyait un petit peu en coup de vent. Vous n'êtes pas dans ce milieu-là, vous ? Non. Et on a fait 2 enfants qui ont 7 et 8 ans. Oui. Donc après, il a eu un accident de la voie publique, donc il a dû se reconvertir. Donc là, l'alcool s'est changé en alcool mauvais. Donc c'était des disputes incessantes. Et puis moi, je suis restée à chaque fois pour mes enfants, pour pas les priver d'un père, étant moi-même issue d'une famille de divorcés. Oui. Donc je voulais pas que mes enfants vivent cela. Donc pour moi c'était pas une vie, mais je croyais que c'était bien pour les enfants qu'ils aient les 2 parents. Et la veille de Noël là, il avait bu comme d'habitude. Mais bon, comme c'était dans l'après-midi, c'était son état normal, on va dire. Il a pris la voiture avec les enfants et puis un camion les a percutés. Voilà. Donc ils ont été miraculés parce que c'était une petite voiture sur un poids lourd, donc vous voyez ce que ça donne. Lui, il est sorti indemne et à plusieurs reprises on a essayé de m'ouvrir les yeux en me disant de partir. En l'occurrence avec ma maman. Ma maman, elle essayait de nous rabibocher, et puis je l'écoutais, et puis ça se passait mal parce que étant elle-même aussi diminuée physiquement parce qu'elle est
paraplégique et en insuffisance respiratoire. Quand il avait un coup dans le nez, il s'en prenait à elle aussi, verbalement toujours. Il n'a jamais levé la main sur moi parce que il savait que je partirais automatiquement s'il me frappait. Oui. Et puis l'accident de mes enfants a été le déclic pour moi. Ils ont pour moi échappé à la mort parce que le temps de les désincarcérer de la voiture, ils étaient inconscients et donc j'ai vu rouge, j'ai vu noir, et je suis partie. Parce qu'il faut dire que j'ai tout quitté pour lui, ma carrière professionnelle, ma région. J'étais dans la région parisienne et je suis partie dans le sud pour lui, loin de ma famille. Il m'a isolée de tout le monde. Et puis là, quand mes enfants ont eu l'accident, donc moi je suis partie. Ils n'ont pas été blessés, eux Si, ils ont été blessés. Il y en a un qui a eu une hémorragie au cerveau. Et un autre, des fractures, et l'autre des fractures, mais ils ont été miraculés quand même, parce que vu l'accident... Ils n'ont pas eu de séquelles. Ils n'ont pas eu de séquelles. Oui. Donc eux, ils sont heureux d'être partis de là-bas, parce qu'on est revenu sur la région parisienne. Donc tous mes amis, toute ma famille, tous les proches ou pas proches, quand je leur raconte mon histoire, ils me disent qu'il faut divorcer. Oui. Moi, j'ai encore de la peine pour lui parce qu'il me fait de la peine. Donc, je sais pas. Mais vous êtes séparés? Là, oui, je me suis séparée dès qu'ils sont sortis de l'hôpital. Dès qu'ils ont été transportables, je suis partie. Oui, parce que ça s'est passé, c'est récent, cet accident. À Noël, là. C'est à Noël, vous m'avez dit. Oui. Donc, bon, déjà, vous avez pris la décision de vous séparer. Cette décision, j'y pensais tout le temps, mais à chaque fois... Oui, il a fallu finalement cet accident pour que vous réalisiez que il y avait... ces comportements mettaient en danger... il se mettait en danger lui, mais il mettait en danger vos enfants aussi. Voilà. C'est-à-dire que... même ayant consommé de l'alcool, il n'a pas hésité à prendre la voiture avec les enfants. Oui, mais pour lui, comme c'était... c'est son état normal, c'est ce que vous dites, oui. Voilà, c'était l'après-midi, il était déjà alcoolisé et il prend la voiture. Voilà, donc ça aurait été à 20h du soir et j'aurais été très, très alcoolisée. Enfin, vous auriez pu perdre tout le monde, quoi. Donc là, vous vous êtes dit, c'est plus possible. Voilà, parce que j'ai eu souvent l'envie de partir, de faire mes bagages, mais il jouait un jeu pernicieux, c'est-à-dire que, les disputes se faisaient quand les enfants étaient au lit. Donc, il ne voyait rien. Et donc, vous savez, un alcoolique, le lendemain, il vous promet la lune. À jeun, il vous promet la lune, il vous offre des fleurs. Mais moi, je ne bois pas une goutte d'alcool, donc ma mémoire est toujours fraîche le lendemain matin. Oui. Et donc, je suis toujours en colère, énervée. Donc, les enfants ne comprenaient pas pourquoi papa, le matin, était gentil et pas moi. Donc, quand je voulais partir, lui, il leur disait, regardez, maman, elle veut nous quitter, elle veut nous laisser. Donc, il se réfugiait dans ses bras. Et moi, je passais pour la méchante. Et oui, bien sûr, il ne comprenait pas pourquoi vous étiez mal et agressive. Voilà. Et puis, comme ils sont petits, 7 ans, 8 ans, je voulais pas qu'ils subissent ça non plus, qu'ils voient nos disputes. Parce que c'était disputes... une fois, j'ai eu un couteau sous la gorge... Oui, ce qui est même fou, c'est que vous ayez supporté ça tant d'années. Enfin, vous dites qu'en même temps, plusieurs fois, vous songiez à partir, mais qu'ayant vous-même vu vos parents séparés, vous ne vouliez pas faire subir cette situation à vos enfants. Et puis, vous aviez votre mère aussi qui, semble-t-il, se projetait beaucoup dans votre histoire. Enfin, vous confiez à elle et elle vous conseillait de rester. Parce que je lui racontais pas tout ce qui se passait. Parce oui, que quand elle vous l'aménagiez. Oui, parce qu'avec son insuffisance respiratoire, elle est sous oxygène, paraplégique depuis 30 ans. Donc je lui racontais pas ça, mais quand elle venait, moi elle s'imaginait que il supportait pas la belle-mère, donc il s'en prenait à elle, mais... Elle n'imaginait pas à quel point c'était... Parce que je lui disais que ça allait, ça va, voilà... Et voilà, donc
Moi, quelqu'un d'autre me raconterait cette histoire, j'irais de prendre ses clics et ses claques et de partir. Mais ça me concerne, et puis il me fait de la peine parce que son caractère l'a fait isoler de tout le monde. Donc il se retrouve seul. Et voilà. Et donc là, je dois entamer une procédure de divorce. Et c'est une action qui me pèse. Bon, on m'a mis sous antidépresseur. Mais ça n'empêche pas que le problème est là. Mais ça vous fait de la peine, oui. Vous vous sentez responsable finalement de lui. Voilà. C'est un peu le problème quand pour souvent le conjoint d'une personne alcoolique, c'est que il y a une situation de codépendance, c'est-à-dire souvent le conjoint cherche à prendre en charge l'alcoolisme, enfin la souffrance plus exactement, la souffrance de son conjoint. Et c'est pas possible parce que vous voyez, finalement c'est vous qui êtes sous antidépresseur, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui et vous ne pouvez pas soigner le soigner à sa place. Bah, c'est que là, depuis l'accident, il s'est arrêté le bar 2 fois 4 mois. Oui, parce qu'il y a eu de graves clashs avec ma mère. Et c'était quand je voulais partir, il s'arrêtait 4 mois. Et puis au bout de 4 mois, ça reprenait 2 fois 4 mois. Là, depuis l'accident, il me dit qu'il n'a pas bu, qu'il a changé. Mais moi, ça fait tellement de fois que j'y crois plus. Est-ce qu'il, oui, c'est ça. Est-ce qu'il s'est fait suivre depuis toutes ces années? Parce que finalement, ça fait quand même 13 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que lui a pris conscience, parce que vous, ça a été un déclic, cet accident, mais est-ce que lui a réalisé qu'il aurait pu... Il me dit que oui, mais moi, j'y crois plus. Oui, mais je comprends que vous n'y croyez plus. J'ai vu mes enfants morts pendant 4 heures et j'y crois plus, donc... quand il agressait ma maman, je lui laissais passer du bon, il n'y a pas mort d'homme, c'est ma mère, c'est pas grave. Mais je lui ai dit, là, 2 jours avant l'accident, je lui ai dit, écoute, il faut que tu cesses, il faut que tu lèves un peu le pied. Puis là, il s'est énervé, il m'a dit qu'il avait 44 ans et qu'il faisait ce qu'il voulait de sa vie et que... Alors je lui ai dit, j'espère qu'il n'arrivera rien aux enfants. Et puis 2 jours après, il s'est passé ça. Et puis toutes ces agressions verbales, ces insultes. Oui, on voit bien aussi une forme de, comment dire, d'escalade. C'est-à-dire qu'au départ, ça a été un alcoolisme un peu mondain, festif. Voilà. Et puis il y a eu aussi derrière, vous dites déjà, un premier accident sur la voie publique. Oui. Dû à son alcoolisation? Non. Mais enfin bon, il a dû se reconvertir, et là, finalement, alors je sais pas ce qu'il y a derrière, mais là, il y a beaucoup d'agressivité et de violence verbale. Voilà. Et finalement, votre relation qui est en souffrance aussi. Ah oui. Et vous acceptez parce que vous avez à ce moment-là mis en priorité vos enfants, la famille, mais vous êtes oublié dans cette situation. Ah, je me suis complètement... Et lui aurait eu à plusieurs reprises la possibilité de se faire aider, et ce qu'il ne faisait pas. Donc finalement, il vous fait de la peine, mais alors c'est sûr que derrière tout ça, il y a certainement il y a une dépendance, c'est clair. Oui. C'est-à-dire ce qui était au départ de la fête, aujourd'hui est une véritable dépendance. Mais c'est pas parce que vous étiez à ses côtés que ça l'aidait davantage. Oui, non. Vous vous rendez bien compte de ça aussi, Sarah? Oui, mais... Le fait d'être à ses côtés, d'avoir les enfants, ça ne l'aidait pas à un moment à décrocher. Donc à un moment, vous êtes bien obligé, et c'est pas étonnant aussi que vous soyez mal en ce moment, parce que vous me dites, j'ai vu mes enfants morts pendant 4 heures. Donc vous êtes aussi dans un contre-coup là. Ah oui, là, je pense toujours à cette image. Ben oui, donc il y a quand même, vous êtes il y a quelque chose de l'ordre d'un stress post-réactionnel là. Est-ce que vous pouvez parler, vous, de tout ça? Parce que on vous a prescrit, qui vous a prescrit ces antidépresseurs?
mon médecin traitant, il m'a dit, mais tout le monde, j'ai aussi de la famille médecin, ils m'ont dit de toutes les manières que tu t'ailles voir un psychiatre ou un psychologue. Oui, ça serait bien. Ça serait bien parce que je crois que ça fait vraiment un peu quelque chose il y a cette image qui ne part pas, il y a quelque chose d'un traumatisme, d'un stress post-traumatique là. Oui, dont il faudrait il faudrait pouvoir parler de tout ça. Oui, et puis d'autant plus que mon aîné qui a 8 ans, lui, il n'a pas été inconscient, donc il a vu le camion lui foncer dedans. J'allais vous dire, pour vos enfants, est-ce que eux ont pu un peu en parler? Est-ce qu'ils ont pu... Les enfants, il y en a un qui était inconscient dès le départ, donc il se rappelle de rien. Bon. Et le deuxième, l'aîné qui a été conscient il de a vu, tout. Oui. Est-ce qu'il fait des cauchemars? Là, les cauchemars, c'est depuis pendant le premier mois, on faisait tous les 3 des cauchemars. Il parlait, on hurlait toutes les nuits. Et puis là, c'est passé. Il en parle souvent. Mais vous n'étiez pas présente dans l'accident? Non, moi, je suis arrivée avant les pompiers. Donc vous les avez vus quand on les a désincarcérés? Oui, on les a vus. Je les ai vus avant que les pompiers arrivent. Je les ai vus inconscients. Je les ai vus. Votre petit garçon, celui qui était conscient, il a vu un pédopsychiatre? Oui, parce qu'à l'hôpital, dès que vous avez un accident de la voie publique, il y a un psychiatre qui vient vous prendre en charge. Sur le moment, mais après? Il nous a vus 2 ou 3 fois, et puis soi-disant mes enfants, ça va. Comme quoi, s'ils ont besoin d'en parler, il faut les laisser parler. D'accord. Voilà. Et puis moi, il faut que je me fasse suivre. Donc, oui, je vais me faire suivre, mais... oui, mais faites-le. L'histoire ne va pas changer. Pardon? L'histoire ne va pas changer pour Quelle ça. histoire? De mon divorce. Non, mais attendez, là, il y a un peu... il y a tout à la fois. Oui, il y a tout à la fois. Vous êtes dans le contre-coup, là. Finalement, vous n'avez pas été, vous n'étiez pas présente au moment de l'accident, mais vous êtes arrivée avant les pompiers. Donc il y a cette image de vos enfants morts. Bon, même si évidemment ils n'étaient pas morts, mais pour vous, ça s'est gravé. Il y a quelque chose qui s'est gravé comme ça. Donc c'est vraiment important que vous puissiez aller en parler. Si, parce que ça vous, c'est une blessure, c'est un traumatisme terrible. Donc pour le moment, on sent dans votre voix cette tristesse, quelque chose d'un peu atone comme ça, un peu. Donc il faut vraiment que vous alliez en parler. Votre divorce c'est autre chose. Il y a pas urgence, j'ai envie de dire là. Oui. Il n'y a pas urgence. C'est-à-dire que vous pouvez pas. Il faut déjà que vous alliez parler un peu de tout ça, parce que c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire à la fois il y a vos enfants où vous avez eu, il y a eu une peur, une panique terrible, et puis en même temps vous dites il me fait de la peine. Non, mais moi je ne peux même plus être en sa présence. C'est le fait, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais il m'est inconcevable de revenir avec lui. Ben oui, lui, il va falloir qu'il avance, et vous savez, peut-être que au fond, c'est aussi en vous éloignant, en partant, lui aussi peut prendre conscience qu'il est en train de tout perdre. Ah oui, c'est aussi peut-être ce qui va à un moment l'aider à dire il faut que j'accepte de me faire aider, de me faire soigner. Je peux pas continuer comme ça. Parce que lui, il comprend pas pourquoi je suis traumatisée, puisqu'ils sont vivants. Il m'a dit qu'il aurait pu se faire cette blessure en jouant au football. Voyons. Ça m'a ulcéré. Où est sa part de responsabilité là? C'est du n'importe quoi pour moi. C'est un peu du grand n'importe quoi, oui.
En même temps, ça peut être tellement insupportable pour lui de se dire que, j'ai fait ça. Au fond, oui, Parce qu'il a brûlé un stop, hein. Oui, ça peut être tellement insupportable, si vous voulez, et en plus les conséquences, c'est-à-dire que heureusement vos enfants, sont bien là, mais finalement vous êtes partis, donc qui cherche à minimiser. Ça peut être aussi sa façon à lui. On va accueillir Catherine qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je ne sais pas le prénom de la dame. C'est Sarah qui est avec nous. Sarah. Oui, Sarah. Bonsoir. Je voudrais vous dire, Sarah, que moi j'ai vécu 25 ans d'alcoolisme avec mon époux. Oui. Que j'en suis pas sortie indemne. Croyez-moi, moi aussi je suis divorcée depuis 4 ans. Je suis sous antidépresseur. Parce que j'ai été épuisée moralement, psychologiquement, puisqu'il est parti lui, ce n'est pas moi qui suis partie. Je vais vous dire, vos enfants sont en vie, vous avez sauvé la vie de vos enfants. C'est pas que je veux être agressive. L'alcoolisme, c'est une maladie qui est permissive, c'est-à-dire qu'ils sont menteurs. Ils renvoient la culpabilité au conjoint. Oui. On les aime, nos hommes, donc on reste. Parce qu'on se dit que ça va aller mieux demain. Et moi, le mien a suivi 2 cures de désintox. Et je l'ai porté 20 ans, plus de 20 ans. Dans l'alcool, il y a 2 personnes. Il y a l'alcoolique et celui qui boit plus. Moi, mon mari est resté abstinent 3 ans. Et c'était plus la même personne. Malheureusement, il a replongé. Un alcoolique ne guérit jamais, il reste abstinent. J'avais un fils qui a 21 ans aujourd'hui, que j'ai tiré d'affaire parce qu'il a eu ses grands-parents. Moi, mon fils a vu son père dans des états lamentables, cuvé sur un canapé, j'ose pas vous dire. Moi, je pense qu'arrivé à un moment, on n'a plus le choix. Où ils se sauvent eux-mêmes, mais il ne faut pas détruire la famille. Vous avez eu le courage de partir. Vous vous rendez compte que vos 2 enfants pourraient être plus là. Qu'est-ce que vous feriez ? Je trouve que moi, je suis croyante. Le bon Dieu vous a donné une 2e chance, c'est-à-dire qu'il a sauvé vos gamins. Si lui veut pas se soigner, c'est son problème. Vous êtes partis. Ne culpabilisez surtout pas. Il vous fait de la peine, c'est sûr, parce que vous devez avoir des sentiments pour lui. Moi, j'ai toujours des sentiments pour mon mari, mais jamais de la vie je ne reviendrai vivre avec mon mari. Ça, c'est clair et net. L'alcool vous isole des autres. Vous ne pouvez plus aller aux fêtes. Vous avez honte. Vous n'osez plus ouvrir la porte. Vous calcinez chez vous parce que vous avez peur que les gens le voient. On se moque de vous. On vous voit dans la rue. Moi, le mien, il a cassé 50 bagnoles. Je peux vous en dire des tas et des tas. Tout ce que je voudrais vous dire, Sarah, c'est tenez le coup pour vos enfants. Et je peux vous dire qu'ils vous en remercieront dans quelques années. Et encore, ils sont petits. Moi, le mien maintenant est grand. Le jour où il est parti, mon fils m'a dit, maman, enfin, je respire. Je suis libre. Parce que moi, j'avais un fils qui m'appelait le midi. Maman, il est rentré, il n'est pas rentré. Je travaillais de nuit à l'hôpital. Mon gamin est resté seul des nuits entières. À regarder derrière la fenêtre si le père rentrait. C'est des traumatismes à vie. Donc, si nous, adultes, on peut arriver à un moment... Pourquoi je suis restée ? Je ne sais pas. Mais arrivé à un moment, il y a un déclic où vous dites non. Tu es dans un état second. C'est pas possible. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour ton enfant. C'est ce que je me dis là. Voilà. Comment j'ai pu accepter tout ça. J'ai pas de leçon à vous donner. Il y a beaucoup de culpabilité. C'est-à-dire il y a un phénomène de codépendance. C'est-à-dire de dire finalement malgré tout mon amour, je n'arrive pas à le sortir de là. Voilà, c'est douloureux comme situation. C'est très douloureux. Mais l'amour ne suffit pas parce que il faut vraiment que la personne alcoolique fasse appel à des tiers parce que le conjoint, surtout pas la famille, et le conjoint il perd peu à peu toute son énergie, souvent toute estime de lui-même, et se déprime. Oui, il laisse, vous le dites, il peut y laisser sa peau, son énergie en tout cas. J'en suis là, quoi. Mon stress est ressorti. Le psy me l'a dit, il m'a dit voilà, vous avez supporté un alcoolique de 25 ans, ça sort aujourd'hui. Ça épuise moralement, physiquement. Ah oui, et elle, ses enfants sont jeunes. S'ils ne se soignent pas, pour ses enfants, de recommencer une autre vie. C'est sûr que c'est difficile parce qu'il va peut-être la rappeler, il va peut-être la supplier, il va peut-être... Mais il y a peut-être de l'espoir. Peut-être qu'il va vouloir se faire soigner. Mais croyez-moi, c'est pas une cure, ni 2 cures, ni 3 cures qui les sauvent. Ah non, mais pour moi,
le problème des enfants. Moi, c'est pour pas altérer la relation père-fils. C'est-à-dire que moi, j'ai peur de le laisser tout seul. Oui, mais ils sont plus petits, vous, maintenant. Mais moi, mon fils, mais de toute façon, ça sera. De toute façon, vous avez raison, Catherine, et ça sera à signaler, hein, Sarah. Ce n'est pas nuire à votre époux de dire ça, hein, de dire que effectivement, parce que bon, quand vous raconterez votre histoire, enfin sans forcément rentrer dans les détails, dire que ce qui a provoqué la séparation, c'est quand même cet accident, et ça veut dire que si il n'y a pas des soins mis en place, les droits de visite, c'est pas possible qu'ils prennent le volant avec les enfants. Enfin, c'est-à-dire que là, vous êtes aussi responsable de vos enfants. Exactement. Donc, si lui, même si il aime ses enfants, personne ne met en doute cela. Mais il aime ses enfants, mais sa fragilité fait que dans ces moments-là, il n'est plus en mesure d'estimer. La preuve, là, il avait pris le volant et il pensait qu'il était capable de conduire. Voilà. Or, il ne l'était pas. Là, donc, vous devez être responsable pour lui. Et donc, si quand vous êtes séparés, vous pouvez pas lui confier les enfants dans n'importe quel cadre. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous voyiez un avocat et que ça se mette en place vraiment dans un cadre, je dirais, un peu restreint, hein. Oui, c'est ce que je... C'est pas comme ça, parce que c'est quand même une protection par rapport à vos enfants, et ça, vous avez toute entière responsabilité, là aussi. C'est ce que je lui dis, je sauve la peau de mes enfants, parce que j'ai peur aussi, par exemple, quand il boit, même s'il prend pas la voiture, c'est qu'il les frappe. Non, mais Sarah, n'attendez pas de les perdre. Non, puis au-delà de ça, là, oui, vous avez raison aussi, Catherine. Au-delà de ça, il y a cet accident. Mais enfin, quand vous disiez bon, restez pour les enfants, je veux dire par rapport à l'image de leur père, même quand vous dites c'était l'après-midi, il était complètement alcoolisé. Pour des enfants, eux, ils s'aperçoivent bien que c'est pas un état normal et quelles relations ils peuvent construire. Alors, ils ont le droit d'aimer leur père et ça veut bien sûr même et leur père les aime, mais il faut aussi pouvoir leur expliquer que leur père a des problèmes et que vous espérez qu'il va à un moment se soigner, mais que pour le moment il a ce problème-là parce que certainement il y a une souffrance en lui dont il n'arrive pas à parler et qu'il essaye de calmer comme ça. Il faut pouvoir leur dire à 7-8 ans, ils peuvent comprendre certaines choses. Je leur ai dit tout ça. Mais bon, c'est pas une vie idéale, donc la séparation est certainement préférable, hein. Oui. Mais c'est pas une vie idéale pour Sarah, mais il vaut mieux une séparation que de vivre avec quelqu'un qui devient violent. Les enfants vont grandir, ils verront les scènes. C'est pas marrant pour les enfants, c'est pas une vie pour les enfants. Mais ça, on le voit pas. Je veux dire, parce qu'on aime tellement... moi, perso, j'aimais tellement mon mari, je disais, demain, ça ira mieux, je vais l'en sortir, je vais l'aider. On fatigue au bout d'année après année. Mais là, Sarah a eu la chance de sauver ses deux enfants. Oui. Je me dis que Sarah tenait le coup, mais ils culpabilisent. Ils envoient leur propre souffrance à l'autre personne, donc l'autre personne le plaint. Oh là là, mais je le plains. Il souffre. C'est un fait, mais enfin, il est adulte. Il arrive à un moment, il faut qu'un médecin lui dise, voyez, monsieur, c'est simple. Ou vous vous soignez, ou vous vous perdez, quoi. Parce que l'alcool, je travaille à l'hôpital, je sais ce que ça donne. Hein. Mais je trouve ça hallucinant parce qu'il est allé voir les médecins et puis... au lieu de lui dire, il leur a dit, voilà, j'ai arrêté de boire tout seul, sans avoir besoin de personne. Oui, mais enfin, ils sont pas dupes, à mon avis. Mais Sarah, vous, il souffre peut-être, mais enfin, quand on vous entend, vous n'êtes pas bien non plus, hein. Non, vous êtes en souffrance. Vous avez une petite voix ou... Bon. Alors, il y a Ava d'ailleurs qui dit un syndrome de stress post-traumatique, post-accidentel a d'autant plus de chances de guérir qu'il est pris en charge tôt. Oui. Ava qui dit on sent une grande lassitude dans votre voix, donc vous d'abord, dit-elle. Hein. Moi, donc les antidépresseurs, oui, ça vous aide, mais il faut aussi aller parler. Hein. Oui. Vraiment. Avec un psychiatre ou un psychologue? Oui, allez voir un psychiatre, c'est bien. Parce que comme ça, il va pouvoir prendre le relais par rapport au traitement d'antidépresseurs prescrit par votre médecin généraliste là. Ouais.
Comme le médecin généraliste a fait une première prescription, il va voir si elle est adaptée. Il pourra faire un relais. Parce que là, je suis vraiment lassée. Ça s'entend. C'est le corps qui est épuisé, le physique et le psychologique. Donc il faut vraiment que vous parliez, parce qu'on sent qu'il y a aussi chez vous une grande capacité à élaborer. Donc, vous en sortirez, Sarah. Je vous souhaite bonne chance, je vous embrasse. Merci beaucoup, Catherine. Merci. On sent que vous avez retrouvé du dynamisme. Merci beaucoup, Catherine. Voilà, je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Il y a Mumu Cool qui dit: je me retrouve un peu dans l'histoire de Sarah, l'accident en moins. Mon ami et moi nous sommes séparés. Vendredi, il boit trop, ça devait arriver. Ça faisait 4 ans et demi qu'on était ensemble. Il était violent, l'alcool est un fléau. Courage à vous. Il y a Coco qui dit: il est temps de vous soigner. Cet homme a risqué la vie de vos enfants. Vous ne pouvez pas l'aider, mais vous pouvez vous rétablir. Bon courage. Merci. Ava qui ajoute: vous n'êtes pas le psychothérapeute de votre mari, mais vous êtes la mère et tellement responsable de vos enfants. Et puis il y a Anita qui dit: il y avait aussi quand même chez lui une forme de perversité quand il se montrait attentionné devant des tiers. Ça accroît peut-être votre sentiment de culpabilité. Oui. Anita qui dit: il vaut mieux songer à divorcer. Et puis il y a Bombec d'Avignon qui dit: pour l'avoir vécu douloureusement, je peux vous assurer qu'un malade alcoolique qui ne veut ni aide ni soin doit être quitté pour espérer les mettre face à leurs responsabilités et même leur rendre service. Courage à tous ceux qui subissent, mais doivent oser partir et décider pour eux. Oui. Voilà. En tout cas, merci, parce que ça conforte ce que je pensais. Parce que j'avais besoin d'avoir votre avis à vous, parce que vous avez vraiment toujours des conseils très avisés, très, très pertinents. Et puis, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir conforté dans ma décision. Mais vous l'avez prise et vous avez une réaction tout à fait saine, et c'est une réaction de survie que vous avez à un moment. Donc il faut suivre cela, et je vous dis surtout: allez parler, vous, parce que c'est cette image-là qui vous obsède, et on comprend combien elle est obsédante. Il faut vraiment que vous puissiez en parler. Vous allez voir qu'elle va devenir petit à petit moins obsédante, et que vous allez pouvoir réfléchir plus sereinement à votre relation aussi. Parce que pour le moment, tout est un petit peu parasité aussi par ce traumatisme. Oui, exactement. Donc prenez rendez-vous, demandez même à votre médecin généraliste, il peut vous donner les coordonnées peut-être. Les médecins généralistes travaillent souvent en réseau avec des médecins spécialistes. Exactement. Je vais faire ça. En tout cas, merci beaucoup. Et je remercie à tous les auditeurs là qui m'ont conseillé, qui m'ont écouté. Prenez soin de vous, Sarah. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Nelly Winston, I love your smile. Nelly nous envoie un petit courriel pour dire Sarah aurait intérêt à écouter les bons conseils de ses amis. Elle vit un calvaire, il faut qu'elle se protège, elle et ses enfants, en s'éloignant de cet homme. Alors c'est ce qu'elle a fait, heureusement. Marc nous dit: je connais cette maladie, malheureusement trop bien. Vous avez dépassé largement les limites du supportable. N'ayez pas peur, sauvez-vous, vous et vos enfants. Ça vous fait de la peine, mais allez, courage, vous êtes sur le bon chemin. N'ayez pas de regrets ou de remords. Pensez que c'est une maladie pour retrouver votre paix. Ne culpabilisez pas. Faites-vous aider psychologiquement pour trouver les mots justes pour les enfants. De tout cœur avec vous, dit Marc. Et puis un petit message qui dit vous avez vos enfants à éduquer et à faire grandir. Il faut partir avec eux. N'hésitez pas. Et qui sait, il réagira peut-être, mais attention, sur du long terme. Mais actuellement, au 39-21, nous avons Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelais pour... comment je pourrais dire ça voilà, j'ai ma femme qui est atteinte d'une sclérose en plaques. Et ça fait déjà 13 ans qu'on est ensemble. Oui. 13 ans où c'est vrai que je m'en occupe. Bon, sa maladie a évolué dans le temps. Et c'est vrai que c'est pas un fardeau, je dirais pas ça, mais je dirais que ça commence à faire lourd sur la petite personne. Elle a quel âge, votre femme ?
Elle va avoir 51 ans. 51 ans. Oui. Ouais. C'est une maladie qui, depuis maintenant l'âge de 13 ans, qu'elle a su ça. Parce qu'elle a commencé à perdre la vue sur un œil. Tous des petits problèmes de manipulation des mains. Et là, c'est vrai que ça fait du bien, je vais dire, d'en parler. Parce que j'ai vraiment besoin de me, pas de me soulager, mais d'en parler, en fait. Vous n'avez personne à qui en parler vraiment, vous n'êtes pas aidé, soutenu Soutenu, si j'en parle à ma belle-sœur qui est dans le Limousin. Oui. Mais je veux dire, c'est tout. Je veux dire, ma belle-mère, elle, sa mère, ma femme, de temps en temps, on en discute un peu, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Oui, donc vous êtes assez seul, hein? Ah oui, oui. Assez isolé. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que là, ça, rien qu'à en parler déjà je suis dehors parce que bon, ma femme, elle est en train de regarder la télé. Elle ne sait pas que vous en parlez. Non, parce que la dernière fois, je lui avais dit, elle me dit, mais non, mais tu vas pas faire ça. Ben, je dis, tu sais, ça fait déjà 13 ans qu'on est ensemble, 13 ans que je vois ta maladie qui a gagné sur le terrain. Oui. Et ça me donne envie par des moments de pas m'en aller, mais de dire, bon, ben stop, on arrête. Oui. Soit on fait appel à un organisme et l'organisme s'occupe de toi. Oui. Et moi, je reprends le travail. Ou alors, ben, on est fort et on essaie de se tenir tous les deux. Mais bon, là, je vois même... Ça veut dire que, pardonnez-moi de vous interrompre, Michael, vous avez arrêté le travail pour vous occuper d'elle? Voilà, en fait, je suis ce qu'on appelle un aidant familial. Ah oui. Ça veut dire que je m'occupe d'elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oh là là. Et je vois ma belle-sœur, elle me dit, je sais pas comment tu fais. Elle me dit, moi, je pourrais pas. Oui, comment ça a été mis en place? Mais c'est-à-dire qu'elle a besoin vraiment sa maladie est vraiment à un stade très invalidant. Qu'est-ce que vous devez la prendre en charge pour tous les soins quotidiens? Tout ce qui est soins, disons, soins infirmiers. Avant, on avait un cabinet d'infirmières qui venait à la maison. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que son frère s'est engueulé avec l'infirmière. Et l'infirmière, elle a dit, bon, ben, si c'est comme ça, moi, je ne viens plus. Elle nous a donné une liste d'infirmières sur La Rochelle. Et en fait, c'était un peu le mot vulgaire, c'est démerdez-vous avec et trouvez un autre infirmier. L'infirmière vous a dit ça? Elle nous a pas dit ça comme ça, mais elle nous a dit, quand elle a redonné la feuille, elle a dit bon, mais moi je peux plus venir. Oui. Là, je vous donne une liste d'infirmiers qui sont agréés par la sécurité sociale. Oui. Vous les appelez et voyez ce que vous pouvez faire. Oui. Non. Mais ça veut dire que là, vous êtes toute la journée à vous occuper de votre épouse. Voilà. Sachant qu'en plus, moi, je la lave, je prépare le petit déjeuner, je fais le ménage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sauf le repassage, parce qu'on a quelqu'un qui vient le jeudi pour refaire un break pour moi, ça me fait du bien. Mais c'est tout. Je veux dire, elle vient, la personne de 9h à midi, et après, bon, ben, moi, je prends le relais. Oui. Parlez bien dans le combiné, Michael, parce que parfois, voilà. J'entends pas bien ce que vous dites. Alors, vous êtes... mais comment faites-vous? Parce que vous ne... Financièrement, parce que vous êtes plus jeune, je vois, vous avez 38 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai 38 ans, ça fait que je la connais. Comment vous faites financièrement pour vous en sortir? Alors, financièrement, sachant que j'ai plus le droit à rien, ma femme, elle a droit à la sécurité sociale. Oui.
Nous, on a fait une demande, ça fait déjà quelques temps, pour voir si j'avais le droit à quelque chose, auprès de la MDPH, à La Rochelle. Oui. On m'a répondu la dame m'a répondu que l'argent que votre épouse reçoit vous sert à vous payer. Et moi, comme je lui ai dit à la dame, j'ai dit, mais oui, mais dessus, si elle me paye, comment voulez-vous que... nous, on a le loyer, on a tout à payer. C'est en fait ce qu'elle me donne, moi je m'en sers pour payer les charges normales. Mmh. Alors là c'est un grand hic, et là on ne sait pas comment faire. Alors, on m'a dit, soit tu fais une demande auprès du... Comment ça s'appelle? Pour toucher le RMI, le RSA. Le RSA, oui. Voilà, alors moi j'ai fait un dossier pour voir si j'ai le droit, faire une demande. Mais, ouais. Mais, Michael, moi je comprends que, enfin, cette situation, il y a des moments où vous n'en puissiez plus, enfin, où vous évoquez même par moi la possibilité de partir, parce que je trouve que d'être dans la situation comme ça, 24 heures sur 24, sur du long terme, hein, s'entend. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça peut être sur une courte durée, mais là, bon, c'est quand même sur du long terme. Ça altère forcément la relation. C'est-à-dire que vous avez dit, vous êtes dans une prise en charge totale, vous donnez des soins qui sont des soins corporels, qui touchent à l'intimité. Je pense pas, je vous le dis très honnêtement, que ça soit une bonne chose, ni pour vous, ni pour votre femme. Ah non, parce que il vaudrait mieux que ça soit quelqu'un d'extérieur. Parce qu'il y a plus de, c'est plus une relation de couple. Il y a de quoi craquer. Ah ouais, mais là. Je sais pas comment moi je comprends que vous craquiez, mais elle, comment elle le vit? Elle supporte ça? Non, elle supporte plus du tout là, parce que là. Oui. Elle m'a dit, mon frère, elle aurait dû se taire, t'es aussi bien. Par des moments, elle pleure, il faut que ça sorte. Et là, le problème, c'est que on n'a plus personne. Ah oui. Et nous, à chaque fois, on appelle des infirmiers. Et non, on peut pas parce que on a déjà des personnes à charge. Ou alors, il y en a qui veulent pas du tout le faire parce que c'est pour eux, c'est trop dur. Comment ça? Disons, il y a des infirmiers sur La Rochelle et ils veulent pas du tout s'occuper des personnes en fauteuil. Pour eux, c'est non. Oui. Ils aiment mieux faire des petits soins que faire des soins comme ça, s'occuper d'une personne. Oui. Sachant que nous, je veux dire... non, mais peut-être que pour les soins, les soins corporels, la toilette et tout ça, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin que ça soit un infirmier. Si, parce qu'en fait, ma femme, elle a je veux dire, dans l'après-midi, elle a des, comment on pourrait dire ça, elle a des sondages. Et les sondages, c'est pas une infirmière qui peut faire. Je veux dire, c'est pas une. Elle a des sondes. Voilà, c'est un infirmier qui doit faire ça. C'est vous qui le faites? Voilà, c'est moi qui le fais. Parce que auprès de la sécurité sociale, le médecin a déclaré qu'il y avait tant de sondages par jour. Moi, j'en fais un le matin au lever du lit, un au soir. Et après, j'en fais un dans l'après-midi. Ah, c'est quand même fou parce que vous le faites et ils veulent pas que ça soit, je sais pas, par exemple, une aide à domicile, elle pourrait pas le faire. Non, voilà. C'est ça, il faut que ce soit fait par un infirmier. D'accord. Mais je comprends que vous soyez à bout. Et quand j'en ai parlé à ma belle-sœur, elle m'a dit, fais-le, je pense que ça va te faire du bien. Et là, depuis tout à l'heure, mais non, mais j'ai les mains qui sont carrément en train de trembler parce que ça me fait en parler comme ça fait du bien. Oui, mais je comprends. Non, je comprends parce que, vous voyez, je reçois un message d'Emeline qui dit: je suis éducatrice, je connais ce travail et c'est pas la place d'un époux.
ou d'une épouse, hein, d'ailleurs, c'est pas le fait. Elle dit nombre d'associations pourraient vous aider, renseignez-vous. Renseignez-nous, Emeline, parce que nombre d'associations, envoyez-nous un SMS au 721 21 code nuit, ou mieux appelez-nous quoi au 39 21. Il y a quelqu'un qui dit il y a une association des personnes qui ont la sclérose en plaques qui peut peut-être vous aider. Il y a un réseau sûrement sur votre région. Il faudrait pouvoir vous aérer l'esprit, c'est urgent. Et puis c'est là, si vous voulez, il y a une question de pudeur, même pour votre épouse. Il y a quelque chose qui va pas pour vous. Enfin, et vous, ça serait bien que vous vous aériez la tête. Ah oui, c'est pour ça que moi, le matin, moi, je pars une heure de balade avec mon chien, où je souffle, je prends un peu l'air, et après, je sais que par derrière, je dois m'occuper de ma femme. C'est vrai que c'est pas facile quand j'en parle, mais bon, on me dit, t'es courageux. J'ai plusieurs voisins qui m'ont dit, moi, je le ferai pas ce que tu fais. Elle me dit, normalement, alors, on avait trouvé une solution, autrement, je reprends le travail. Elle me dit, si tu reprends le travail, le problème, c'est que moi, je vais perdre de l'argent. C'est oui, mais moi aussi, par derrière, j'en regagne. Votre travail vous plaisait ? J'étais intérimaire, alors j'étais chauffeur poids lourd. Oui. Le problème, c'est qu'il faut que je parte. Je crois bien que c'est ma femme qui m'appelle. Ah, rassurez-la peut-être. Dites-lui que elle se demande peut-être certainement ce que vous faites dehors. Allez la voir, je vais lire quelques messages. Oui. Ah, j'arrive, ma chérie. Voilà. Ouais, bon. Il faut que j'aille travailler. Je veux dire pas travailler, mais aller faire son sondage. C'est intéressant d'ailleurs le terme que vous utilisez, travailler. Oui. Donc vous pouvez pas poursuivre malheureusement. C'est dommage parce qu'on aurait Marianne après le journal de minuit. Vous pourrez pas écouter la radio ? Si, j'ai la radio dans le... Parce qu'on a un petit patio où je peux écouter la radio. Alors. Parce qu'on va avoir Marianne qui a une sclérose en plaques et qui va témoigner. Ça sera après le journal de minuit. Donc si vous, ça peut être intéressant de l'écouter. C'est dommage qu'on puisse pas continuer. Mais Mickaël, je pense vraiment qu'il faut que vous fassiez appel à... Écoutez, si vous avez un portable ? Oui, on va pas vous rappeler puisque vous êtes dans un soin là. Mais il faudrait vraiment... j'aimerais dire, Emeline, si vous pouviez nous envoyer un mail sur dublanche.europe1.fr si vous connaissez des associations. Il doit y avoir des associations sur les gens atteints de sclérose en plaques. Il faudrait que vous ayez des recours possibles parce que cette situation, vous allez finir par craquer, quoi. C'est pas... Mais oui, je comprends, mais c'est pas que vous êtes un mauvais époux, n'importe qui, voyez, c'est ce que je voudrais vous dire, Mickaël. Même avec beaucoup d'amour, c'est ce que dit Louison, on peut pas être époux et soignant. C'est pas, il faut pas vous en vouloir de ça, c'est très lourd ce que vous vivez, même pour votre époux, je crois que c'est pas la meilleure des choses. Bon, allez la voir, la rassurer et on passera, si vous pouvez nous rappeler, on vous passe en priorité, mais on passera Marianne après le journal de minuit. Bon courage, Mickaël. Peut-être à une autre fois. L'émission se poursuit toujours en direct, bien sûr, sur Europe 1. Beaucoup de réactions au témoignage de Mickaël que nous venons d'entendre juste avant le journal. Mickaël, témoignage poignant. Mickaël, à 38 ans, était sorti dehors pour téléphoner puisque sa femme a depuis 13 ans une sclérose en plaques. Qui malheureusement évolue de façon très compliquée puisqu'il y a un état d'invalidité très très important. Mickaël a arrêté son travail de chauffeur-livreur pour être, comme il le disait, aidant familial et il avait un grand besoin de parler. Bon, il a
on a dû interrompre cet échange parce que son épouse l'appelait pour faire un soin, justement. Et c'est vrai qu'on sentait beaucoup de désarroi parce qu'il est très seul, très peu entouré. Et cette situation, comme on le comprend, lui pèse terriblement puisque Michael est devenu soignant à part entière de son épouse à qui il fait des soins, des soins d'infirmier puisque il pose des sondes, beaucoup de réactions. Avant d'accueillir Marianne, je vais lire quand même. J'espère que Michael a eu le temps de faire ce qu'il avait à faire et qu'il est à l'écoute. Donc c'est pour ça que je laisse Marianne. J'espère qu'elle m'en voudra pas un petit peu patienter. Et de toute façon, on lui laissera sur son portable des coordonnées. Donc on a quelqu'un qui... Alors, merci à Emeline qui transmet déjà son mail pour qu'on le donne à Michael en disant qu'elle va l'aiguiller. On a également quelqu'un qui nous dit que Michael doit faire une demande auprès de son médecin pour bénéficier du SIAD, 2SIAD, service de soins infirmiers à domicile délivré par le Conseil général. Il y a également... On nous parle du CAS, Centre d'action communale. Il y a également Letty qui communique son mail. On a également quelqu'un qui nous dit ma mère est mon aidante familiale depuis déjà quelques années. Nos relations se dégradent. Je pense que parfois il vaut mieux déléguer aux auxiliaires de vie pour que chacun puisse reprendre son rôle au sein de la famille. Un mari ne peut pas être soignant à temps complet et époux. Il faut penser à vous, Michael, et votre femme qui sait serait peut-être contente d'avoir recours à un tiers, notamment pour son intimité. Et puis quelqu'un qui dit tenez bon, Michael, mais prenez une tierce personne. Lisa qui dit pourquoi ne pas faire appel à une assistante sociale qui pourrait vous aiguiller un peu sur les démarches à suivre. C'est ce que dit également Coco. Anita qui dit dans chaque département, il y a un service APA. Vous avez droit à une aide comme aidant. 6 degrés selon l'invalidité. Cela dépend du conseil général. Le subversif qui dit ce tête-à-tête soignant confine au huis clos, complètement étouffant. L'aide à domicile n'est-il pas pris en charge via une reconnaissance Cotorep. Et puis, alors attendez, j'ai beaucoup de messages qui arrivent. Il y a Isabelle qui dit « J'ai rédigé récemment un article sur le maintien des personnes âgées à domicile et donc j'ai abordé la question des aidants familiaux. Il existe une association des aidants familiaux. De mémoire, je crois que le site est www.aidants.fr. Il existe ainsi des cafés des aidants où les personnes peuvent parler et partager des combines. En outre, Michael devrait se rapprocher d'une association concernant la sclérose en plaques. Bon courage à lui. » Bombec me dit « J'ai travaillé pour le SAD, soins à domicile de La Rochelle, en tant qu'aide-soignant dans les années 80. Et bien entendu, nous intervenions auprès de toute personne nécessitant des soins lourds, en collaboration avec des infirmiers libéraux. Si le SAD, donc service de soins à domicile, n'existe plus, il y a très certainement une association du même type qui la remplace, se renseigner auprès des services à la personne présente dans tous les départements. Il est tout à fait anormal que la famille seule soit confrontée à une telle épreuve. Courage à ce monsieur. Bon, on va... y a Thierry qui dit « Je suis dans une situation identique à Michael. Je m'occupe de ma mère atteinte de myopathie depuis le décès de mon père. Cela fait 3 ans. C'est épuisant. » Et il y a des témoignages qui arrivent au 39-21 comme ça où on se rend compte que il y a certaines personnes qui se retrouvent comme ça seules à affronter des situations, que ce soit avec des parents âgés, des membres de la famille, des enfants parfois, et où vous êtes très seul, très isolé, et c'est affolant de voir tout ça. Donc on va accueillir tout de suite Marianne. Bonsoir Marianne. Merci d'avoir patienté. Je vous en prie. Je suis un peu émue. C'est la première fois que je témoigne, à la radio.
Non, mais je suis contente parce que dans les messages que vous avez donnés, il y a déjà pas mal de pistes qui sont données à Michael. Une autre, parce que j'y pense, c'est la branche sclérose en plaques de l'APF. Donc, alors, sclérose en plaques de l'APF. Voilà, l'APF, c'est l'Association des paralysés de France. C'est la plus grande des associations des handicapés. Hein. Donc, c'est pour tous les âges et tous les styles de handicap. Et ils ont une branche consacrée. spécialisée, justement parce que dans les les personnes qui souffrent de sclérose en plaques, il y a beaucoup de ces problèmes de ces questions liées à la prise en charge de la maladie, la prise en charge pratique. D'accord. Voilà. Est-ce que vous connaissez, je me permets de vous demander, parce que j'ai eu aussi un message, le AFCEP, donc c'est Guy qui nous donne ça. C'est une association française. D'accord. Il y a l'ARCEP aussi, qui est l'association de recherche sclérose en plaques. Oui. Mais tous ces sites ont la rubrique liens utiles et ils se renvoient les uns sur les autres. Hein. D'accord. Il y a pas de guerre, ou il y en a eu, hein, donc c'est pour ça que je précise. Ah bon. Mais voilà. Mais je l'ai appris, j'étais pas encore malade, mais il y en a plus. Tout est apaisé, donc. Bon, écoutez, tant mieux, parce que vous n'avez pas besoin de ça. Hein, finalement, tant mieux que ces associations coopèrent. Voilà, tout à fait. Oui. Vous êtes malade depuis combien de temps, Marianne ? Depuis 10 ans maintenant. Ça a commencé donc jeune, hein, c'est ça, ça touche des gens jeunes. C'est-à-dire que la sclérose en plaques démarre entre 20 et 40 ans dans 80% des cas à peu près. Et touche 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes. Comment ça se manifeste, les premiers signes ? Alors, c'est très variable. Donc, d'après ce que disait Michael, donc sa femme s'est démarrée sur l'œil. Moi, c'est sur les jambes, un défaussement. Enfin, je suis tombée, je pensais être simplement... je pensais que mon genou s'était défaussé. Hein. Oui. Et en fait, c'était les premiers signes de la sclérose en plaques. D'accord. Voilà. Et vous vouliez témoigner par rapport justement à ce qu'il vivait au sein de son couple. Oui, tout à fait. En fait, moi, mon mari m'a quittée il y a 4 ans. Et depuis, la maladie s'est accélérée. Et maintenant, je suis en fauteuil roulant et je ne peux faire aucun transfert seul. Donc ça veut dire que je peux pas aller aux toilettes, par exemple, puisque quand je suis sur le fauteuil, je peux pas m'en sortir toute seule. Bien sûr. Comment faites-vous alors ? En fait, moi j'ai un système avec des auxiliaires de vie. Donc j'ai une auxiliaire de vie qui vient le matin pour la toilette. Oui. Une autre ou un autre qui vient à midi. Je travaille aussi, donc ensuite, je pars travailler. Oui, mais ça veut dire qu'entre-temps, entre le matin, par exemple, et midi, si vous avez envie de faire pipi, à la maison sur l'ordinateur. Mais oui, mais si vous avez entre-temps envie, parce que en fait, c'est aussi un des aspects que je voulais aborder, c'est que visiblement sa femme a des sondages. Oui. Donc ça, c'est vraiment des gestes infirmiers. Et il a raison, ça peut être que un infirmier ou une infirmière qui pose une sonde. Oui. Donc là, effectivement, il faut trouver un infirmier ou une infirmière libérale qui viennent à domicile pour faire ce soin. Voilà, pour faire ce soin. Et donc moi, en fait, j'ai des protections, en fait. Et oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc une fois que,
Donc là, j'ai plus ce souci-là. Le seul souci étant que l'auxiliaire de vie soit bien à l'heure et vienne. Ben oui, bon, ce qui est un autre problème. Oui, mais bon, non, ça. En général, elle est ponctuelle. Bon. Voilà. Oui. Et le soir, donc j'ai le service dont a parlé un de vos auditeurs, qui est le service de soins à domicile, parce que là, il s'occupe des médicaments, enfin ce type de choses, qui sont là aussi normalement suivis par des infirmiers et pas par des auxiliaires de vie. D'accord. Parce que les auxiliaires de vie, elles n'ont pas de diplôme particulier, si vous voulez. Oui. Hein, donc, mais bon, ce qui est un peu compliqué, c'est que donc moi, quand tout ça s'est mis en place, j'étais déjà seule. Et j'avais 4 enfants, enfin je les ai toujours, mais 4 enfants, dont 3 mineurs à l'époque. Ah oui. Donc, bon, tout ça a été aussi pris en compte dans le nombre d'heures, enfin bon. Et surtout, j'avais aucun aidant, puisque j'avais plus de mari. Et dès lors qu'on est marié, bon, que ce soit un homme ou une femme, enfin, en fonction, il est quand même fortement suggéré que ça peut être lui qui prenne en charge tous ces soins, bon, pour des problèmes de coût, soyons clairs. Et là, il faut quand même un peu se battre et enfin se battre, affirmer qu'effectivement c'est pas possible que le mari ou la femme effectue tous ces soins et puis bon, s'arrête de travailler. Enfin, c'est complètement surréaliste. Donc bon, là après, je pense que lui, il faut voir avec toutes ces associations, puisque moi c'est pas mon cas. Enfin, j'ai pas affronté cette situation puisque en l'espèce j'étais déjà seule quand j'ai rencontré la maison départementale des personnes handicapées. Comment vos enfants ont vécu cette annonce de la maladie? Ça a été extrêmement difficile. Ça l'est toujours, je vous le cacherai pas. Bon, d'autant plus que mon mari, enfin mon ex-mari et mes parents sont, enfin, je sais plus que ma mère maintenant, enfin les 2 parents à l'époque étaient quand même dans le déni complet, donc faisaient comme si elle n'existait pas. Donc c'était pas très simple, avec beaucoup de violence et beaucoup de souffrance. Enfin, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Mais bon, bon, ils s'en sortent. On s'en sort comme on peut, quoi. Cette maladie est peu. Finalement, il y a beaucoup d'inconnus encore dans cette maladie. Il y a pas d'hérédité dans cette maladie. Non, il n'y a pas d'hérédité. Il n'y a pas d'hérédité. Et elle évolue. Alors maintenant, moi, j'ai une forme qu'on appelle secondairement progressive. Donc, elle évolue pas tous les jours. Enfin, alors, évidemment, je m'en rends pas compte. Mais bon, par exemple. Là, depuis 6 mois à peu près, je peux quasiment plus écrire. Ce qui est difficile, enfin, évidemment. Donc, je tape sur l'ordinateur, mais j'ai beaucoup de mal à écrire. Et puis, un jour, je pourrais plus non plus me servir de l'ordinateur. Enfin, c'est ça qui est difficile et il y a cette évolution qui est forcément négative, enfin où on est dans la perte. Et c'est vrai que moi j'ai des enfants adolescents et c'est difficile parce que l'adolescence, on veut ouvrir, enfin on veut, on est dans un âge, dans l'éducation de tous les possibles on n'est pas dans la restriction, on n'est pas dans dans la diminution de ses capacités, au contraire. C'est compliqué, avec la problématique de l'adolescence. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Même si on sent que vous avez
je sais pas de quelle façon, hein, Marianne, mais un travail, un recul, une approche par rapport à votre maladie très important, je trouve, à vous entendre, à en parler. Non, c'est non, mais moi j'y pense, et puis le travail m'aide beaucoup. Je veux faire des choses dans le quartier. Enfin, je veux rester quelqu'un aussi dans la vie. Enfin, oui, dans la vie. Oui, ça s'entend. Pas seulement. Oui, pas seulement, effectivement, avec cette maladie, pas seulement existant. Voilà. Ouais. Mais... Marianne, on a Mickaël est avec nous. On l'a retrouvé. Voilà. Mais enfin, il m'a beaucoup. Mais il vous entend là. Vous êtes là, Mickaël? Oui, je suis là. Vous avez pu entendre Marianne? Sur une partie, oui, mais pas tout. Là, ça fait à peu près 3-4 minutes que j'écoute. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie-là, c'est quand même une maladie neuromusculaire. C'est-à-dire que ça touche aussi bien les muscles que les plaquettes qui sont dans le cerveau. Voilà. C'est une lésion des nerfs. Voilà, c'est une maladie qui, l'anémine est légèrement mangée, et au fur et à mesure, on perd des forces, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se servir d'un bras, on ne peut plus se mettre debout. Et en fait, voilà, c'est une maladie qui est, en fait, on va dire c'est une méchante maladie. Et c'est vrai que moi, je vis 24 heures sur 24 avec ma femme. Je l'ai vue dans les débuts, quand je l'ai connue, il y a 13 ans. Elle arrivait encore à se tenir debout, mais comme elle pouvait. Elle souffrait déjà de cette maladie quand vous l'avez rencontrée. Oui, voilà. Sa maladie a été déclarée à 13 ans. Maintenant, elle en a 51. Elle se retrouve en fauteuil, sur un gros fauteuil. Là, nous, on a fait la demande auprès de la MDPH de La Rochelle. On a ouvert un dossier pour faire une demande pour un autre fauteuil. Parce que c'est à peu près tous les 5 ou 6 ans, on a le droit de demander pour voir un nouveau fauteuil. La MDPH, le dossier a été fait là-bas. D'après eux, on a le droit. Parce que bon, le fauteuil, c'est un gros fauteuil. Nous, on a fait appel à une équipe de Rochefort. La personne est venue. Elle dit voilà, nous on peut vous proposer ça comme fauteuil. Ma femme elle a dit oui, il est bien. Elle me dit, le problème c'est que comme la dame disait, là elle se sert de son ordinateur. Moi ma femme ne peut pas du tout s'en servir. Ça veut dire que sur le fauteuil qu'elle va avoir, elle aura un appareil exprès pour pouvoir utiliser l'ordinateur à distance. Ouais. Mais bon, le fauteuil coûte très très cher. On a des subventions, il y a eu des aides par le département. Ils ont cherché un peu de l'argent à droite à gauche. Là, il a été commandé. On l'attend. Voilà. C'est vrai que moi, je vois ma femme que sa maladie. Et surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est de la contrariété. Il ne faut pas qu'elle ait un choc, parce que si elle a un choc, on le sent que les muscles sont durs. Elle est obligée de passer on lui a fait des piqûres dans le bras pour aider, pas pour aider, mais pour détendre le muscle. Bon, elle peut pas du tout servir ses mains. C'est-à-dire que quand on va se promener, c'est moi qui suis derrière le fauteuil. J'ai la commande et on se promène dans La Rochelle. C'est vrai qu'il y a des magasins ou des endroits où on ne peut pas avoir accès. Oui, non, mais moi, ce que je trouve extrêmement dur, c'est ce tête-à-tête. Je crois que c'est le Subversif qui parlait de huis clos, mais c'est vraiment ça, et c'est mortifère. D'autant plus que c'est une maladie qui abrège pas la durée de vie, donc on peut pas se dire c'est un temps, c'est je sais pas
3 ans ou 4 ans, ou bon, ce serait déjà énorme. Mais là, c'est jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Voilà. Si rien n'est... Non, mais si vous n'arrivez pas à mettre en place des aides... Oui, vous avez 38 ans, hein, Michael. C'est quand même un avenir, enfin, qui me semble très... extrêmement difficile. Enfin, je vois pas comment vous pourrez tenir l'un et l'autre. Oui. Parce que même elle dans sa dans ce qu'elle est comme femme, oui. D'être une femme, un corps. Oui, bien sûr. Dans sa dignité, oui, il y a un moment où alors c'est comme si le corps était désincarné et avait plus de sens. Voilà, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, il y a des moments, il y a eu dans la semaine dernière, disons, il y a eu déjà des grosses engueulades. Il y a eu des où on s'engueulait, où moi je voulais partir, j'ai dit bon, mais j'en ai marre, on divorce et moi je m'en vais de mon côté, toi tu pourras plus facilement trouver ensuite quelqu'un qui pourra s'occuper de toi. Mais bon, je dis les mots, c'est vrai que ça blesse, et après, bon, on se fait un petit câlin tous les deux, on se dit bon, non, en fait, on va rester comme on est, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas d'infirmier, bon, pour ces fameux soins du matin, eh ben, on peut pas. Moi, j'ai dit à ma femme, moi, j'en peux plus. Moi, je peux plus faire ça. C'est trop lourd pour moi. Oui, mais ce que je disais au début, donc vous n'allez pas m'entendre, mais elle est pas forcément obligée de procéder par sondage. Si. Là, on va justement accueillir. On va justement. Merci beaucoup, Marie. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez, parce qu'on va poursuivre ce débat avec Agnès, qui est infirmière. Bonsoir, Agnès. Oui, bonsoir à tous. Je suis donc, j'écoute attentivement depuis tout à l'heure le témoignage de Michael et Marianne, et je confirme tout ce que vos auditeurs ont pu vous transmettre comme information concernant le manque d'information générale, que ce soit aussi bien des médecins libéraux qui sont souvent les prescripteurs. Mais c'est ce que dit une assistante sociale, oui, qui dit qu'il est inadmissible que le médecin n'ait pas informé le monsieur sur tous les services ou structures qui peuvent aider. Ils sont tous très sous-informés et mal informés de tout ce qui peut exister. Et également aussi des travailleurs sociaux. Souvent, moi je suis une infirmière en SIAD. Je travaille dans un SIAD, donc un service de soins infirmiers à domicile. Donc ce sont des équipes d'aides-soignantes diplômées d'État qui se déplacent au domicile des gens pour assurer tous les soins d'hygiène et de confort. Donc souvent les SIAD ont plus une vocation donc de maintien à domicile des personnes âgées, mais dans tout SIAD, il faut savoir qu'il y a des places qui sont réservées à des adultes handicapés de moins de 60 ans et qui ne peuvent pas donc bénéficier de l'APA que vous avez cité tout à l'heure, qui est l'aide personnalisée aux personnes âgées. Alors ces SIAD donc nous bénéficions d'un forfait journalier qui est accordé donc par les caisses de sécurité sociale et les mutuelles. Donc les gens n'ont absolument rien à verser, c'est pris en charge à 100%. Et donc matin et soir, selon l'organisation des SIAD que Michael pourrait trouver dans le secteur des Charentes, de La Rochelle, donc ces SIAD peuvent dépendre, sont organisés ou par le CCS, il faudrait qu'ils se renseignent auprès du CCS de la mutuelle, ou par d'autres associations. Également la mutualité française aussi a quelques SIAD sur le territoire. Donc il faudrait se renseigner auprès d'eux aussi également pour savoir si dans sa région il en existe un. Et donc c'est surtout sur prescription médicale du médecin libéral. Voilà.
Donc il faut que le médecin fasse... Le médecin doit faire une prescription. Pour qu'une personne soit admise en SIAD, une prescription, donc passage à domicile, d'aide-soignant, pour les soins d'hygiène et de confort. Alors c'est ou une fois le matin selon les besoins de la personne. D'accord. Donc une infirmière coordinatrice se rend au domicile, Oui. évalue donc les soins, la Oui. nécessité des passages pour soulager les dents familiales, Oui. et puis les soins infirmiers. Donc je confirme que les sondages doivent être faits par des infirmiers libéraux. Oui. Et en partenariat, donc s'il y a pour les soins d'hygiène de confort, les transferts, l'installation ou dans les lits ou au fauteuil, et puis les infirmiers libéraux en partenariat, donc n'assurent que les soins de sondage si besoin. Et cette ordonnance, enfin cette prescription, Michael l'envoie à son centre de sécurité sociale Non. Non, au SIAD. Non. Il faut déjà qu'il recherche si au CCAS ou au dans centre sa région communal. il existe des SIAD, Oui. qu'ils prennent contact avec eux Oui. pour faire une demande auprès de ces SIAD. Et ensuite, donc, c'est l'infirmière coordinatrice du SIAD qui prendra rendez-vous avec lui pour le rencontrer. D'accord. Et dans le dossier, si vous voulez, d'admission, il doit y avoir cette ordonnance. Mais l'infirmière collaboratrice lui expliquera tous les documents nécessaires à fournir. Michael, une question ? Oui, je voulais savoir, la SIAD, je sais pas s'il y en a sur La Rochelle, mais je sais qu'on a un CCS, nous, pas trop loin de chez nous où on habite. Oui. Alors, Eh bien, donc, allez vous renseigner auprès d'eux. Service de soins infirmiers à domicile. Et eux doivent pouvoir vous donner l'information. Autrement, vous allez contacter votre assistante de secteur, donc à la mairie. Oui, l'assistance sociale. À l'assistante sociale, oui. De la mairie, d'accord. Oui, parce que oui, moi, j'ai la copine du frère de ma femme, qui, elle, m'a dit d'aller voir l'assistance sociale de la mairie de La Rochelle. J'en ai parlé à ma femme. Ma femme me dit non, je veux pas y aller. J'ai dit, bah si, parce que elle m'a dit que, en passant par elle pourrait te trouver une infirmière ou un infirmier qui viendrait faire ta toilette le matin et le soir te changer, te remettre dans ton fauteuil. Mais elle peut pas se déplacer, c'est vous qui pouvez y aller. Moi, je vais vous dire, le problème je suis une ancienne infirmière libérale, hein. Donc je connais parfaitement bien le problème puisque je travaille avec les infirmiers libéraux sur le terrain. Les infirmiers libéraux sont souvent complètement surchargés. Ah oui, ça, donc effectivement, de moins en moins, les infirmiers libéraux peuvent assumer des toilettes, des soins de confort et d'hygiène réguliers. Voilà, je confirme tout ça. Donc c'est pour ça que d'autres structures, comme les SIAD, interviennent pour tout ce qui est soins d'hygiène et de confort, et les infirmiers libéraux interviennent donc pour tout ce qui est soins, prise de sang, sondage, enfin. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Vous avez été très 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 précise, Agnès. Je précise que cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, et on peut la réécouter en podcast. Donc si vous n'avez pas eu tout le temps de noter, parce qu'avec tous ces sigles, vous pourrez prendre le temps de réécouter tranquillement et de noter toutes les références. Merci infiniment, Agnès, de toutes ces précisions qui peuvent être très utiles. Bonne soirée à vous. Merci. On va accueillir également Guy. Bonsoir Guy. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Donc je me suis permis de téléphoner parce que pour un peu dépatouiller la camarade dont son épouse est atteinte de sclérose en plaques. Bon, je connais bien le problème de la sclérose en plaques parce que je suis moi-même touché, mais je ne suis pas médecin ni infirmier, donc je ne pourrais pas expliquer à Michael comment il faut faire. Non, mais vous êtes délégué départemental, je crois. Voilà, je suis délégué départemental d'une association qui s'appelle l'Association française des scléroses en plaques. Oui. Donc, qui regroupe en gros au niveau national à peu près 10 à 12 000 personnes. Voilà, oui, j'en ai entendu parler. Nous, on avait reçu, je crois que vous faites aussi un petit livre que vous envoyez aux adhérents. Voilà. Donc, l'association, donc, elle regroupe tous les malades. En France, si vous voulez, il y a 2 associations concernant la sclérose en plaques, des associations nationales reconnues par le comité de la charte, comme on dit.
Et il y a l'ARCEP, donc l'association de recherche pour la sclérose en plaques. Ça concerne les professionnels de la médecine. Et il y a l'association française donc des scléroses en plaques. C'est une association des malades gérée par les malades, on va dire que c'est les malades qui s'en occupent. Donc moi je suis le délégué du département 90, donc le territoire de Belfort. Et bon, je suis un peu étonné de savoir tous les problèmes que rencontre Michael. Parce que bon, en tant que délégué, je rencontre le plus souvent possible les malades. Je vais à domicile, je les rencontre à droite quand ils ont des problèmes administratifs ou des problèmes même psychologiques. Le rôle du délégué, c'est de faire le nécessaire qu'il n'ait pas tous ces problèmes. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que tous les gens malades, bien sûr, des fois, je ne sais pas comment est l'épouse de Michael, mais je pense qu'elle doit être un petit peu réticente à beaucoup de choses. Oui, voilà, c'est ça. Quand il lui dit, on peut avoir ci, on peut avoir ça, je pense que son épouse doit dire, non, on va bien se débrouiller, on va faire ci, on va faire ça. Elle doit quand même avoir un caractère assez difficile quand même, parce que la sclérose en plaques, donc moi j'ai 60 ans, ça fait depuis l'âge de 33 ans que je ne travaille plus, donc j'avais 25, 26 ans. Donc je vis avec tout le temps. Tout à l'heure j'entendais aussi une personne qui disait que ça jouait sur la vie, ça joue à un minimum de 10% sur la vie, mais il faut déjà savoir combien de temps on va vivre. Alors c'est pour ça, donc il ne faut pas vous laisser abattre, il faut essayer de trouver la résolution à tous vos problèmes, parce que j'ai tous entendu, j'ai entendu tout le monde, même l'infirmière. Donc je pense que moi par exemple en tant que délégué départemental, je suis aussi je suis représentant auprès de la MDPH, je fais partie de la CDA, la commission départementale à l'autonomie. Donc je suis un peu étonné de savoir que dans votre département, même les professionnels de santé, j'entendais Agnès, je crois, son prénom, l'infirmière, Agnès, qui disait que les médecins n'étaient pas tellement au courant. Moi, je vous dis honnêtement, sur mon département... Mais voyez, dans les Charentes-Maritimes, lors de vos prochaines réunions, il faudra peut-être faire une information auprès des médecins. Hein, ça vaut la peine. Moi, je rencontre assez on va pas dire souvent, mais assez souvent, les professionnels de santé, justement, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins, que ce soit les neurologues, les spécialistes. Donc j'ai de très bonnes relations avec eux. C'est assez souvent que je vais aussi, par exemple, à l'école d'infirmières pour raconter le vécu ou comment on vit avec la maladie. Vous les voyez dans les hôpitaux ou au sein de leur cabinet? J'interviens aussi à l'école, qu'on appelle l'Institut de formation soins infirmiers. Oui. Oui. Et là, c'est peut-être auprès des médecins traitants directement. Ouais, j'interviens aussi auprès des généralistes. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je donne toutes les informations à peine j'ai quelque chose. Il y a peut-être des choses à faire à La Rochelle, en tout cas. Là. Comment? Il y a peut-être des choses à faire à La Rochelle. Là. Je pense que oui, parce que là, je vous dis, je suis complètement étonné, parce que d'accord, le nombre de malades peut-être, j'excuse toujours, est très important dans mon département. Mon département, c'est on va dire la région Est, surtout le nord de la Franche-Comté et le sud de l'Alsace, sont des régions qui sont le plus touchées par la sclérose en plaques. Ça s'explique comment, ça? Justement, il n'y a pas d'explication, parce que vous avez donc le territoire de Belfort et le sud de l'Alsace, et ensuite il faut partir sur la Bretagne pour retrouver des nombres à peu près pareils. Ah oui, on ne sait pas donc, pourquoi finalement. Justement, j'ai demandé à un professeur de Besançon, de la région Est aussi, et même de Champagne-Ardenne, de faire une étude. Il m'a dit, écoute, on essaye de regarder, mais il n'y a pas moyen d'expliquer. Mais je crois ça serait intéressant de savoir, quand même, d'essayer de comprendre. Oui. Et les hommes et les femmes sont autant touchés. Il y a plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes, hein, c'est ce qui me semblait, oui. Oui. Parce que je regardais, par exemple, je vous ai expliqué, je vous dire en gros... oui, Marianne vous l'avez dit, 2 tiers. Et puis samedi, il y avait, par exemple, France-Angleterre, donc je pense que les gens ont dû regarder, mais la télévision n'a pas passé, justement, concernant la sclérose en plaques. Le coup d'envoi a été donné par une personne atteinte de sclérose en plaques, une personne qui a 20 ans. Alors, vous voyez, donc la télévision ne fait pas tellement...
elle fait son travail, elle fait tout ce qu'il y a à faire. Oui. Mais elle n'a pas du tout parlé de ce coup d'envoi qui était donné par une personne atteinte de Oui, c'est sclérose en plaques. dommage. Oui, ça aurait dû être... Donc le problème, c'est que... Il y a eu un problème de communication, là, finalement. Voilà, il y a un problème de sous-médiatisation. Oui. Voilà, écoutez, vous voyez, pas... sur Europe 1, on en a parlé ce soir. Oui, non, mais j'écoute, je sais. Donc, moi, c'est pour ça, si des fois, si Michael a besoin de... Est-ce que, Michael a cruellement besoin de renseignements. Donc, est-ce que vous pourriez, hors antenne, lui donner les coordonnées de l'association dans sa région, à La Rochelle? S'il fait s'il a Internet et qu'il fait le code de l'AFSEP, hein, donc AFSEP, AFSEP, wanadou.fr, donc il va avoir l'adresse de l'association. D'accord. Vous avez noté, Michael? Moi, pas tout à fait, mais bon, j'ai vite le retrouver. Parce que je suis dehors, la terrasse. Vous êtes dehors. Bon, de toute façon... Je suis en train de tourner en rond autour de la terrasse. Michael, on va marquer une petite pause musicale. On va reprendre, on va encore avoir, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, on va marquer une pause musicale. Parce que notre association, on a aussi un service juridique, un service psychologique, des permanences médicales. Donc il y a des médecins qui répondent au téléphone. Il y a vraiment toute une structure. C'est important que vous ayez les coordonnées. J'ai entendu, j'arrive. Votre épouse vous appelle. Mon épouse est en train de pleurer parce que comme il y a 2 baies vitrées, elle m'entendait pas. Je l'entendais pas moi. Alors je suis obligé d'aller la voir pour voir ce qu'il y a. Écoutez, en permanence. Bon, écoutez, Michael, est-ce qu'on... Oui. Voilà. Comme en ce moment, elle a un problème au niveau du sacrum. C'est tout rouge. Elle a fait. Et le problème, c'est qu'il faut que je la déplace un petit peu. C'est énormément de travail. Je veux dire, je m'en occupe énormément. Mais c'est la nuit aussi. C'est aussi la nuit. Bon, la nuit, c'est pas pareil parce qu'elle est dans le lit, elle est sur le côté. Bon, ça va. Bon, il faut que je m'en occupe un peu et après, bon, on dort, ça va. Bon, écoutez, ce que je vous propose, Michael, soit à la fin de l'émission, on vous rappelle, on va vous donner des coordonnées, soit sinon, on vous rappellera demain. Je ne sais pas ce qui vous arrange le plus. Je pense que demain, ça serait bien, parce que là, maintenant, Mais demain, ça sera en début, ça sera pas avant 22h30, hein, je vous le dis. Pas grave, parce que nous, on n'est pas là la journée. Oui, non, mais c'est pas gênant. Moi, la journée, bon, je m'occupe de ma femme, j'écoute le repas, bien sûr. Mais le soir, je suis à l'écoute, j'écoute la radio. Alors, on vous appellera plutôt demain. D'accord. Voilà. Bon courage, bon courage, Michael. On vous rappelle demain pour vous donner toutes les coordonnées. Merci beaucoup à vous, Marianne, et ainsi qu'à vous, Guy. Excusez-moi. Est-ce que je peux avoir les coordonnées de Michael, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, hors antenne, on va vous donner tout ça. On marque une pause musicale. Marianne, je vous reprends peut-être après parce qu'on va prendre un autre témoignage. À tout de suite. Merci. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Passe Tango. Et on retrouve Marianne avant d'accueillir Marine. Marianne, vous vouliez réagir à ce qui a été dit? Oui, non, je voulais simplement dire que la femme de Michael, elle peut freiner devant effectivement le fait d'avoir d'autres intervenants auprès d'elle, ce qui est souvent le cas quand on a des habitudes. Parce que finalement, les aidants familiaux... on rentre effectivement dans ce huis clos, mais ça peut être très rassurant. Puis après, on a cette habitude, on le voit aussi sur des personnes âgées qui sont très vite troublées quand il y a d'autres personnes qui viennent dans leur vie. Bon, surtout que là, c'est des choses très intimes. Mais je crois que Michael, il faut vraiment qu'il soit gentil, mais très ferme. S'il sent que elle finalement elle préférerait que ça soit lui qui fasse ceci, cela, parce que pour lui c'est à mon avis c'est vraiment très très important et urgent qu'il puisse retrouver une place
d'homme, d'homme, oui. De mari, enfin même vis-à-vis d'elle, mais une vie sociale, enfin quelque chose qui soit... Bien sûr, une place. Parce que même si beaucoup d'auditeurs, je trouve que c'est d'autant plus important que ce soit vous qui le disiez en plus, Marianne, parce que beaucoup d'auditeurs, évidemment, sont admiratifs de l'amour et du dévouement de Michael, parce que c'est vrai que on ne peut être qu'admiratif. C'est Jean-Pierre qui dit admiration, compassion et un pénible sentiment d'impuissance devant tant de souffrance, même si je vous remercie encore une fois d'être intervenus tous en donnant beaucoup d'adresses, de conseils, très précis, et que je pense que Michael, du coup, se sentira moins seul et moins démuni parce qu'il était dans une solitude et un désarroi total. Donc, grâce à vous, il va pouvoir avoir des pistes. Et donc, je ne saurais encore vous remercier vraiment grandement. On va accueillir Marine. Bonsoir, Marine. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, Marine. Allô ? On vous écoute. Vous êtes à l'antenne. D'accord. Oui, bonsoir. J'ai entendu Michael qui est en train de se battre là dans des difficultés invraisemblables, et je pense qu'il y a peut-être une solution qui pourrait l'aider assez rapidement, qui serait de demander une hospitalisation à domicile, puisque sa femme a besoin de gestes techniques. Ce qui lui assurerait une équipe d'infirmières. Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, et cette hospitalisation à domicile peut être prescrite soit par l'hôpital, soit par le médecin traitant. D'accord. Parce que c'est vrai que les infirmières libérales refusent très souvent de s'occuper de malades lourds. C'est pas ce que nous disait Agnès, finalement, qu'il y a une partie dans l'APA, c'est réservé aux personnes âgées, mais qu'il y a une partie pour des handicaps lourds. Une partie qui est réservée pour les personnes... Excusez-moi, je vous entends très mal. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui est réservée pour les personnes ayant des handicaps lourds ou des maladies invalidantes. Une partie de quoi ? Une partie du service qui est fourni, qui est réservé aux personnes. C'est ce que nous expliquait Agnès tout à l'heure. Vous l'avez entendu ou pas ? Non, je n'ai pas entendu. J'ai entendu que c'était au moment où vous me parliez. Ah non, pas du tout. Non. Agnès, c'était l'infirmière qui intervenait pour expliquer les services vers lesquels pouvait se tourner Michael. Parce qu'il y a toujours, en théorie, toute une partie de services, mais soit ils sont débordés, soit ils n'ont pas forcément envie. Enfin, c'est très, en tout cas, très difficile. c'est une piste et je vous remercie de l'avoir abordée. Merci Marine. On va se quitter là-dessus. Merci infiniment Marianne d'avoir apporté votre témoignage. Je trouve que vous avez abordé avec lucidité des thèmes qui étaient pas simples et qui n'auraient pas forcément été simples pour moi. Je vous remercie d'avoir eu le courage d'en parler. Merci et prenez soin de vous. Vraiment. Merci beaucoup. Au revoir Marianne. Bonne soirée. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.